Merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour la première conférence de l'année du CPIE. C'est la première et c'est pas la dernière. On aura tout un cycle de conférences encore cette année à vous proposer. Premier trimestre, on l'a dédié à la biologie de l'océan, des êtres vivants dans l'océan. Vous avez une exposition à l'étage disponible jusqu'à la fin du mois de mars, proposée par le GEFMA. Je laisserai Alexandre en parler un petit peu, Alexandre Devez. Et puis une première conférence, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on présente une exposition ici, pendant un trimestre, chaque mois, on propose une nouvelle conférence. Voilà, je vous en reparlerai un peu à la fin de l'intervention d'Alexandre. Merci Alexandre d'être là parmi nous ce matin. C'est un plaisir de travailler avec le GEFMA, c'est un plaisir de travailler avec Alexandre et ses collaborateurs. Je vais te laisser présenter ta conférence du jour. Je reprendrai la parole un petit peu tout à l'heure pour vous présenter quelques documents relatifs au CPIE et puis ce que l'on trouve en boutique qui a lien avec cette conférence-là. Voilà, merci, bonne conférence, à tout à l'heure. Moi, je voulais remercier aussi, avant toute chose, l'équipe du CPIE qui nous a accueillis, parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, et avec un accueil, une gentillesse, une délicatesse qui nous touche tous. Voilà. Donc, voilà, je voulais te remercier aussi. Alors, cette conférence rentre, si vous voulez, dans un cycle. Il y a deux conférences. Une qui va parler des prédateurs supérieurs, en particulier, et puis une deuxième conférence qui aura lieu le 18 février de Marie-Noël de Casamajor, qui est donc présente ce matin, et qui parlera plutôt des petits écosystèmes côtiers, c'est-à-dire notre proche littoral. Hein. C'est bien ça? Oui. Le 18 février, vous pouvez le noter. 18 février. Même adresse, le 18 février. Ah oui, puis je vais parler de la troisième. Alors aujourd'hui, on est le 14 janvier, Alexandre Devez. Le samedi 18 février viendra donc Marie-Noël de Casamajor sur les habitats, on va dire terrestres, enfin littoraux, mais rocheux en fait de notre chère côte basque. Et le 4 mars, samedi aussi, à 10h30 ici aussi, Claude Labatte, que certains connaissent ici bien entendu, qui nous parlera du littoral, mais d'une manière plus culturelle, mythologique. Voilà, donc deux conférences vraiment à caractère scientifique avec Alexandre et Marie-Noël, et puis pour terminer le cycle, quelque chose de plus culturel. Voilà. Merci. Alors, comme j'ai beaucoup de documents à vous montrer, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, quitte après, si vous avez des questions, à m'interroger après. Hein. La conférence va se présenter en trois parties. Une partie qui va montrer ce qu'on appelle les écosystèmes, si vous voulez, littoraux. On va parler plutôt du côtier ici, hein, de la baie de Biscaye. Alors, baie de Biscaye, il faut penser baie de Biscaye dans le style anglais. C'est Bay of Biscay, c'est-à-dire l'océan Atlantique, la golfe de Gascogne. Les Anglais l'appellent Bay of Biscay. Donc, cette zone-là, je vais vous la montrer, on va travailler un peu là-dessus, avec les écosystèmes très à la fois côtiers et les écosystèmes plus au large, hein, on va dire, dans les zones des tombants, à partir des tombants, c'est-à-dire grosso modo les tombants qui sont proches de la côte, ici, au Pays Basque, et puis les tombants qui sont sur le littoral landais, qui sont beaucoup plus au large, qui font environ, il faut faire environ une petite heure de bateau, grosso modo, pour arriver sur les tombants. Donc le littoral est beaucoup plus, la partie plateau continental est beaucoup plus longue sur le côté landais, si vous voulez. Ensuite, on parlera des canyons, les fameux canyons du Golfe de Cabreton. Là, c'est intéressant aussi pour ceux qui ne les connaissent pas. Le deuxième volet, ça va être l'étude de la faune marine supérieure, c'est-à-dire les prédateurs supérieurs, en particulier les mammifères marins. Je parlerai beaucoup de cet aspect. Je parlerai également de l'origine et de l'évolution de ces mammifères marins. Et le troisième volet, les pathologies, hein, bien sûr, de ces animaux, et tout ce qu'on rencontre quand on fait des autopsies. Pour vous donner un ordre d'idée, pour que les gens le sachent un peu, cette zone-là correspond à la zone la plus importante sur l'ensemble du littoral français, y compris les dom-toms. À titre personnel, j'ai fait plus de 2000 interventions sur les mammifères marins en 15 ans, ici.
Donc ça donne une idée de l'importance et de la présence de ces mammifères marins dans le secteur ici. Et souvent, les gens, même sur Pau ou même dans l'ensemble, ignorent complètement qu'il y a des baleines ici. Donc il y a un travail important d'information et de pédagogie sur ce milieu-là. Et le troisième volet, ça sera un petit volet sur le développement durable, essayer d'expliquer ce qu'est le développement durable et quelles sont les mesures à appliquer pour avoir un développement durable efficace. Alors, donc, description physique du milieu, ensuite faune marine profonde, programme, capture, analyse. Puis après, il y a cet aspect que je n'ai pas développé ici dans l'introduction, qui est le développement durable. Enfin bon, ça on en reparlera. Alors, description physique du milieu. Donc l'océan est une masse d'eau influencée principalement par la rotation de la Terre, liée à l'attraction des astres, à leur rythme des marées. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Les échanges thermiques dus au rayonnement solaire, leur température de surface notamment, les champs de pression, les variations saisonnières, les vents, l'évaporation. La composition moyenne de l'eau de mer, donc ici les éléments majeurs, chlore, sodium, sulfate, magnésium, calcium, potassium, bicarbonate, brome, strontium. Ensuite, les différents espaces sur lesquels vous avez des chances de trouver des animaux, donc la dorsale atlantique ici, qui est une dorsale extrêmement intéressante, notamment aux Açores. Vous avez des cheminées qui se trouvent à 4000 mètres de fond et sur lesquelles vivent des colonies, des espèces extrêmement intéressantes, avec des oasis qui sont des oasis de vie, et ces oasis sont complètement déformés. Si vous voulez, ils ne sont pas rattachés les uns aux autres. Un oasis peut mourir et un autre oasis peut se développer à côté. Vous avez des oasis de vie comme ça sur ces dorsales. Ensuite, la plaine abyssale. La plaine abyssale, c'est celle-ci. Et dans cette plaine abyssale vivent des espèces profondes. Et puis après, très proche de nous, le plateau continental, ici, où les animaux viennent également. C'est sur cette zone-là, d'ailleurs, que Marie-Noëlle travaille en particulier. Alors, comment se présentent les écosystèmes? Donc, vous avez au début, ici, la photosynthèse, la chimiosynthèse, dans le fond, la province océanique, la partie benthique, les animaux qui sont posés sur le fond, et la partie pélagique, les animaux qui sont beaucoup plus au large. Ensuite, vous avez le plateau continental, avec la zone héritique, c'est là où, finalement, on est le plus en contact avec les espèces. Ensuite, le talus continental, la pente continentale, avec tous les animaux benthiques qui viennent ici, la plaine abyssale, et puis la partie adale, ici, les fosses, dans lesquelles se trouvent les cachalots, les grands prédateurs également, ici. Alors voilà comment se présente. Donc on retrouve nos oiseaux de mer, ici, qui sont en contact avec les poissons, qui sont en contact avec les phoques, donc il y a une lutte ici. Ensuite, on a les requins qui vont manger, enfin certains requins qui mangeront du plancton ici. Après, vous avez des animaux qui vont se nourrir de méduses. La méduse étant, par essence, un animal planctonique, il se laisse porter par le courant. La différence entre le plancton et le necton, c'est des petites crevettes, si vous voulez, qui vont à l'envers, qui vont essayer de nager contre le courant. Et donc, on va parler de necton. Et là, on est dans le plancton. Ici, vous avez les tortulutes, on le verra tout à l'heure, très rapidement, qui se nourrissent de méduses également. Et c'est des tortulutes qui viennent de Guyane et du Costa Rica, qui arrivent chez nous, avec souvent des œufs, d'ailleurs. Et ensuite, les crustacés. Alors, les crustacés, il y a des crustacés en surface, il y a des crustacés profonds. Vous avez des céphalopodes, des mollusques céphalopodes, c'est-à-dire des calmars, des poulpes, etc. Et puis toujours une petite crevette. Et ici, les architeutis, c'est les grands calmars géants que vous trouvez dans le fond, qui font des migrations nictélérales, des migrations verticales. Les cachalots qui vont se battre et qui vont chercher, se nourrir de ces animaux. Les requins qui se trouvent au milieu également. Le phytoplancton et le zooplancton. Voilà, un peu le principe. Alors, je retrouve donc ma faune, ici. Je retrouve mes espèces. Et puis, je vois apparaître aussi, ici,
des orques. Les orques qui sont beaucoup plus au large, normalement, mais qui sont quand même très présents, notamment au moment de l'arrivée des thons. Ils sont en compétition directe avec les marins pêcheurs. Il y a des orques qui viennent carrément au cul des bateaux et puis qui prennent le thon et hop, qui gobent complètement le thon. Alors les marins pêcheurs sont assez furieux, enfin bon, ça fait partie du... Alors une chose aussi importante, vous avez depuis quelques temps, on voit apparaître, je vais revenir un peu en arrière, on voit apparaître des colonies de phoques ici, et ces phoques qui étaient peu présents sur notre littoral commencent à l'être de plus en plus, ce qui commence à poser un vrai problème pour non seulement les marins pêcheurs, parce qu'ils mangent énormément de poissons, mais également pour les touristes, parce que l'été, les maîtres nageurs sauveteurs sont obligés d'empêcher les gens de se rapprocher des phoques, parce que ce sont des phoques juvéniles qui peuvent agresser, si vous voulez, par peur, tout simplement. Un enfant qui va se rapprocher peut se faire mordre par un phoque. Donc ça pose un véritable problème. Alors surtout dans les Landes, en particulier, le long des plages, là, on a eu l'année dernière plusieurs phoques. Un phoque qui avait été capturé, qu'on avait emmené à Océanopolis à Brest, pour être soigné, ensuite pour être relâché en direction de la colonie c'est les grandes colonies en direction de l'Irlande, et le phoque est revenu, et il est revenu au même endroit où il avait été capturé. Alors ça pose un véritable problème. Donc là maintenant, on a le fameux Gulf Stream ici, ce Gulf Stream qui, vous voyez, qui est on va dire, c'est dans cette zone-là, qui prend sa source dans cette zone-là, qui ensuite se développe, va rencontrer les eaux de l'Atlantique Nord, avec la fonte des glaces, et l'eau douce va descendre ici, et elle va passer sous la partie chaude, et il va y avoir, si vous voulez, une rencontre d'espèces chaudes et froides. Et donc dans notre zone à nous, on a de temps en temps des espèces qui viennent du Groenland, qui arrivent des phoques du Groenland, on a des poissons qui arrivent du Grand Nord, qui arrivent chez nous également, et inversement, on a des espèces tropicales qui remontent chez nous également. Donc ici, c'est vraiment une zone, on peut dire que cette zone-là, c'est une zone extrêmement intéressante parce qu'il y a une biomasse très riche, avec une courantologie très particulière dont on parlera également. Et vous avez des espèces qui remontent, vous voyez ici, qui remontent le long du courant froid du Portugal, qui arrive de Méditerranée, qui remontent le long du courant froid du Portugal et qui remontent ensuite en direction d'Irlande. La question qui nous intéresse, nous, pour ce qui concerne les mammifères marins, c'est qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les mammifères marins qui arrivent d'ici passent comme ça, et pourquoi ils ne vont pas directement en direction de l'Irlande, et pourquoi certains rentrent, comme ceci. Je pense aux baleines à bosse en particulier, qu'on a eu, et qui rentrent à l'intérieur, et certaines auraient tendance à se regrouper là, dans cette zone-là. Alors ça, c'est une interrogation sur laquelle on n'est pas encore très au point. Alors, voilà donc le fameux courant froid du Portugal. Ici, vous avez, dans ce courant froid, vous avez par exemple, vous voyez, ici, un poisson qui a été identifié pour la première fois, qui venait de Guinée, Erythrocles monodie, c'est un poisson qui a été capturé à Cap-Breton. Notre secteur de travail, ici, c'est donc le proche côtier, ici, 20 mètres. Vous voyez, quand on est ici près de Biscarrosse, sur des 150 mètres, 200 mètres, et hop, très vite, on plonge à 3500 mètres dans le gouffre de Cap-Breton, qui est ici. Et ici, vous avez deux canyons très importants, le canyon de Torrelavega et le canyon de Santander. Alors pour ceux qui ont pris l'habitude, peut-être, il faut qu'ils voyagent sur le Pride of Bilbao, vous savez, ces navires qui font entre Bilbao et Southampton, eh bien les bateaux partent, je suis en train de chercher le mot, voilà, ils partent de Bilbao, ils vont directement sur l'Angleterre et forcément ils traversent ces canyons-là, et le long de ces canyons, ils rencontrent des espèces extrêmement intéressantes, des cachalots, des baleines, etc. Ça, je vous le conseille si vous avez l'occasion d'y aller. En plus, c'est un prix très raisonnable, c'est de l'ordre de 60 €, et c'est 48 heures. Et vous partez ce matin, vous rentrez demain soir, quoi. Et en plus, c'est assez beau en plus. Alors, il y a donc les cétacés à dents, les odontocètes, c'est-à-dire tous ces animaux-là, ceux-là, ici, tout cela, ça et ça, voilà. Et puis après les mycicètes, les cétacés à fanons,
cétacé-fanon, c'est-à-dire ce rorqual, là, qui fait une vingtaine de mètres. Le petit rorqual, celui-ci, reconnaissable avec, vous voyez, la petite tache blanche que vous avez sur le côté, ici. Et puis après, il y en a d'autres, mais on a que ces deux espèces-là présentes ici. Alors ensuite, on va essayer de montrer une échelle de taille, que vous ayez une idée. Vous voyez, voilà, à peu près, un marsouin, ça va faire environ, allez, 1m80, un dauphin commun dans les 2 mètres, 2m20, dauphin bleu et blanc, ici, grand dauphin, ensuite le narval qui n'est pas présent chez nous, qui est une espèce carrément du Grand Nord, mais il faut savoir quand même qu'il y a eu un narval qui est arrivé dans le nord de la France, quand même, il y a quelques mois, quoi. Donc ce qui commence à nous préoccuper un peu. Ensuite, les globicéphales très présents chez nous, 2 espèces ici qui font partie des Ziphiidae, c'est un Ziphus cavirostris, les Démésoplodons, puis il y en a d'autres également, ici, les Kogia dont on parlera, des espèces très particulières ici, tout petits, vous voyez, les orques et les cachalots. Alors là, on va faire un peu, je vais vous présenter un peu l'origine et l'évolution de ces mammifères marins. Alors, on va parler dans un premier temps des archéocètes, c'est-à-dire cet aspect-là, ici, ensuite les mysticètes et les odontocètes. Donc voilà. Donc vous rappellerez, mysticètes c'est assez Phanon, odontocètes c'est assez Adam. Donc pour la partie des archéocètes, voilà, donc on est dans cette partie-là. On a le premier animal qui était un animal terrestre. Cet animal terrestre, le Pachycétus, a été trouvé au Pakistan. C'est pour ça qu'il s'appelle Pachycétus. C'est Christian de Museau au muséum qui a en particulier travaillé sur cet animal-là. Ensuite, vous avez un deuxième qui s'appelle l'Angulocétus, ici, avec un squelette reconstitué. Alors ces animaux se sont adaptés, si vous voulez, en allant, en retournant à la mer, c'est-à-dire qu'ils plongeaient, ils mettaient leur tête en avant. Les pattes se sont petit à petit atrophiées. Vous voyez, on voit très bien ici que les pattes sont repliées. Les pattes arrière ne servent pratiquement plus à rien. Et cette partie-là va disparaître progressivement avec l'évolution. Alors vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc on se retrouve avec notre petit, ici, notre premier animal à 4 pattes. Celui-ci, Angulocétus, le voilà ici. Ensuite, on voit petit à petit, vous voyez, Rhodocétus. Ensuite, là, vous voyez, les pattes arrière qui disparaissent. Dorudon, ensuite le Basilosaurus et Squalodon, et ensuite on arrive les... Voilà, donc vous avez les archéocètes et les cétacés modernes. Alors, donc, on a affaire à un carnivore, ici, le Pachycétus et l'Angulocétus, ces deux-là, sont des carnivores à fourrure et à sabots. L'ancêtre de la baleine le plus lointain que l'on connaît se déplaçait agilement sur Terre. À l'Éocène, ses successeurs, qui avaient probablement un corps trapu et une lourde tête, ont amorcé une vie amphibie. Très rapidement, en 10 millions d'années, le corps et le comportement des baleines sont animés. Voilà. Alors, j'insiste un petit peu sur cet aspect-là, les artiodactyles, c'est-à-dire ces animaux-là, dont l'hippopotame. Et il y a actuellement des études extrêmement sérieuses qui laisseraient penser que les hippopotames feraient partie de la famille des baleines. Alors, quand vous montrez à l'étage, vous verrez des fanons de baleines. Et les fanons, c'est de la matière cornée. Et cette matière cornée, c'est celle que nous avons ici, là, c'est ce que nous avons aux ongles. Et nous faisons partie de la même famille que les chèvres, les vaches et les baleines. Donc, voilà. Alors, ici, ces animaux, vous voyez, on voit très bien l'évolution qui se fait petit à petit. Voilà le Basilosaurus, représentant des plus... Enfin, c'est une faute, là, une coquille merveilleuse. Son constitué rubicète et les odontocètes. Voilà, et là, on voit une évolution très particulière. Vous voyez, par exemple, le narval qui a une dent, le mâle a une dent en avant, une longue dent, une excroissance, on va dire. Les femelles n'en ont pas. Et ce narval, à l'origine, se présentait un peu sous cet aspect-là. On voit l'évolution ici. Ensuite, on voit l'évolution également des crânes. Alors ça, je vous montrerai très rapidement. C'est un peu complexe, mais bon, je pense que c'est intéressant à voir. Vous avez ici les sinus, ici le système respiratoire, des sinus qui est là, au-dessus. Et on voit l'évolution, vous voyez, du rostre, progressivement. Les dents, qui sont homodontes, et non pas hétérodontes. Et voilà l'évolution du squelette. Alors vous avez le Basilosaurus, ensuite, vous voyez, l'Hipporodon,
le cachalot. Alors ici, vous voyez, ces petits os qui sont là, ce sont des os vestigiaux, ce sont les derniers témoins de l'époque où ces animaux étaient des animaux terrestres. C'est l'équivalent de nos jambes à nous, ici. Ensuite, on voit la cage thoracique, qui est encore différente, et le squelette de ces animaux, le poids des os est très léger. C'est comme un squelette d'oiseau, à peu près. Hein. Donc les mammifères marins, quand ils se déplacent, ils se laissent porter, j'allais dire. Ils ont une masse graisseuse, et cette masse graisseuse leur permet aussi de se tenir assez confortablement dans l'eau. Alors, la même chose pour les phoques. Hein. On se retrouve ici avec les pinnipèdes. On a ici les otaries et les phoques. Et on se retrouve dans le même schéma d'évolution, mais là, bon, j'ai pas le temps de vous faire un cours là-dessus. Peut-être deux choses importantes. La phylogénie, qu'est-ce que c'est que la phylogénie? C'est l'étude du mode de formation des espèces et de l'évolution des organismes vivants jusqu'à un être considéré. Ensuite, la cladistique, c'est la méthode de classification qui privilégie le degré de parenté phylogénique plutôt que la ressemblance morphologique. C'est un peu technique, mais bon, il faut que, si vous avez des questions, ben on en reparlera après. Alors voilà les cétacés aphanaux, les mysticètes. Donc on se retrouve avec notre petit rorqual, la baleine à bosse, voilà, que je n'avais pas tout à l'heure, qui est donc présente chez nous, et puis le rorqual commun. Voilà les phanos en question. Alors les phanos sont en rangée par ordre décroissant, hein, de très long à très court, et il y a environ une cinquantaine de phanos par demi-mâchoire. Voilà l'organisation, si vous voulez, pour la baleine franche de Biscay, la baleine des Basques, et puis le rorqual. Voilà, deux présentations, fanon, lèvres, la langue et mandibule. Voilà, donc le souffle. Alors, pour ceux qui sortent, qui auront l'occasion de faire des observations, chaque cétacé à fanon a un souffle différent. Hein. Le rorqual va avoir un souffle très droit, comme ça. La baleine à bosse, ils auront deux évents, deux narines. Donc chaque narine va souffler et elle va envoyer un jet de vapeur qui va être en V. Alors que le rorqual aura un jet plutôt droit. Ensuite, l'organisation du squelette lui-même. Vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez un sternum sur cet animal-là, un sternum sur le dauphin, le grand dauphin, ici. Alors, et ici, vous avez des chevrons, des petits chevrons qui maintiennent le squelette. Et ici, l'os pelvien, ici, le petit os pelvien. Alors, chez les baleinoptéridés, et les baleinoptéridés, c'est les baleines, les rorquals, par exemple, vous voyez, le sternum a disparu, là aussi. Le sternum a disparu. On retrouve notre os pelvien, on retrouve ici, on retrouve également les chevrons qui maintiennent le squelette, ici. Et vous voyez la différence entre la voûte palatale, la voûte du palais, ici, et celle d'avant. Vous voyez, c'est pas du tout la même morphologie. Alors, les cachalots, on se retrouve avec également ici un crâne percuté vers l'arrière, des dents uniquement sur le maxillaire inférieur, et puis ici, des dents qui sont uniquement à l'avant, ici, qui sont des dents pratiquement vestigiales, qui ne servent à rien. Pour tous ces animaux, vous avez une hyperphalangie. Hein. Vous avez, si vous voulez, les animaux ont développé un système comme ça, de phalanges, et ils sont bloqués. Si vous voulez, cette partie-là, c'est complètement rétrécie. Les vertèbres se sont soudées, donc l'animal est bloqué comme ça, et comme ça. Et quand il veut tourner, il est complètement bloqué. Hein. Mais par contre, chez les cétacés à fanon, les vertèbres l'atlas et l'axis ne sont pas soudés. Donc là, ça lui permet éventuellement de pouvoir avancer, monter la tête, comme ceci. Chez le beluga aussi, d'ailleurs. Mais le beluga est un cétacé à dents. Voilà l'organisation d'un dauphin. Bon, alors je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu compliqué. Enfin, grosso modo, vous avez ici cette partie-là, vous voyez, le 2, ici, les vents, la narine. Donc les narines, ils ont deux narines. Les narines sont bloquées comme ça. Ils ont un évent, si vous voulez, les cétacés à dents ont un évent qui est fermé et qui s'ouvre comme un clapet. Et le cétacé à fanon, lui, a deux évents. Ensuite, le son. Alors peut-être c'est la chose la plus intéressante. Le son arrive par ici.
Là, il y a une masse graisseuse importante. Les dents sont creuses. Le son arrive. Il va se développer dans la bulle tympanique. Ici, la fenêtre mandibulaire. Ici, ici. Voilà, il va se développer dans cette partie-là. Ici. Et ensuite, il va être analysé par le cerveau. Et le cerveau va envoyer ensuite les signaux vers l'avant. Comme ça. Alors, l'organisation également du crâne, hein, on retrouve la mandibule, ici, on retrouve l'os occipital, l'os frontal, etc., comme chez nous, hein, exactement la même chose. Il faut savoir que, par exemple, l'oreille interne d'un mammifère marin, c'est exactement à peu près la même, ils ont marteau, enclume, étrier, hein, comme chez nous. Alors, les dents qui sont donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, homodontes et qui ont la même forme. Ici, donc, globicéphale, un grand dauphin commun, et puis un petit cachalot, ici. Voilà. Et la dent qui est donc, qui se développe et qui nous permet, nous, pour avoir l'âge, on coupe la dent dans le sens vertical et on a toutes les stries qui nous permettent d'avoir l'âge de l'animal et éventuellement les toxiques. Voilà, ici les profondeurs des animaux. Alors on se retrouve avec nos petits dauphins qui sont là entre 0 et 200 mètres, ici, qui mangent des petits poissons. Le dauphin de Risso, celui-ci qui va manger des céphalopodes, le rorqual qui va manger des petits crustacés et des petits poissons, l'orque qui va être omnivore qui va manger des poissons, et puis d'autres animaux, d'ailleurs des mammifères marins, le globicéphale qui va manger des céphalopodes, ensuite les mésoplodons, les iphididés, on va dire, qui vont manger des céphalopodes, et le cachalot également. Hein. Alors ici, cette photo-là, j'y suis attaché parce que j'étais avec les affaires maritimes un jour, on rentrait d'une observation en mer pour voir les franco-espagnols, ce qu'on appelait les franco-espagnols, c'est des gens qui viennent qui ont un peu tendance à venir par ici. Et il était 19h, et je vois un dauphin à l'entrée d'Anglette. Alors je fais une photo, on voit la lumière rasante ici. Puis je vois du sang ici derrière, je me dis tiens, l'animal est blessé. En réalité, j'assistais à une naissance. Donc le dauphin est né devant Anglette. Donc ici, il y a une zone de reproduction d'animaux. On retrouve ici notre globicéphale avec un petit ici à côté. Enfin voilà, c'est assez régulier. C'est une nurserie hein, dans le coin. Voilà un souffle de rorqual, baleine à bosse, ici. Et cette baleine à bosse a été identifiée à Hendaye l'année dernière. Elle était très très proche du rivage. Alors ici, c'est une espèce très, très discrète qu'on appelle le grand puce griséus. C'est un dauphin de Risso. Vous voyez les marques ici, ce sont des marques de combat entre mâles. Et quelquefois, ce sont des marques aussi lorsqu'ils se confrontent à des céphalopodes, avec les tentacules des céphalopodes. Voilà, ici. C'est dommage, j'avais un petit diaporama, mais il ne passe pas. Enfin, on voit le groupe ici, le groupe qui est présent. Voilà les globicéphales qui se mettent en rang de bataille, là, qui vous laissent passer. Ici. Alors, je vous signale, si certains d'entre vous sortent en mer, il y a un rorqual actuellement qui est en train de venir de Guétaria, qui a été signalé il y a quelques jours et qui a été identifié apparemment vers Anglette et qui remonterait peut-être vers Cabreton. Alors, il a une colonie de cirripètes sur le dos, sur l'aileron dorsal. Bon, pour le moment, on essaie de voir un peu dans quelle direction il part. Alors, des échouages également, donc ça fait partie du travail de notre équipe. Quand un mammifère marin s'échoue, ça c'est une photo assez ancienne qui est intéressante à montrer parce que justement, les gens se rapprochaient, vous voyez, des animaux. À l'époque, les petits, etc., tout le monde se rapprochait. La baleine était encore vivante et il fallait la laisser tranquille. Et il y avait des gens qui venaient, qui mettaient leur enfant sur le dos pour le photographier. Vous voyez. Alors, donc maintenant, on fait un périmètre de sécurité. Il y a maintenant une prévention qui se fait. Alors voilà une photo intéressante. C'est un globicéphale, vous voyez, qui agère un céphalopode. Ici.
Et puis alors les iphus qui se nourrissent également de céphalopodes. Et les becs des céphalopodes, c'est voilà un bec complet. C'est un bec chitineux, hein, tout simplement. Bec supérieur, bec inférieur, ici. Le couple avec les marques, vous voyez, que vous avez ici sur le côté. Et puis les naissances, qui prouvent une fois de plus qu'il y a des petits dans le coin. Alors comment fonctionnent ces iphus? Bien, ils sont, si vous voulez, ils descendent, vous voyez, de 0, ils descendent à 1600 mètres, ils se mettent à l'affût pendant une demi-heure à peu près, et puis ensuite ils vont chercher leur proie par un système d'écolocalisation, hein, et puis ils envoient des sons, et ils récupèrent au fur et à mesure un certain nombre de céphalopodes, et ils remontent à la surface. Ils vont rester pendant un certain temps à la surface, et hop, ils vont replonger. Alors, les dents de ces animaux, vous voyez, sont des dents vestigiales, sont des dents qui ne servent pratiquement à rien, Mesoplodon rostris. Donc ça, c'est une espèce assez rare quand même, qu'on ne voit pas souvent, et qui a une, vous voyez ici, il y a une fente jugale. Cette fente jugale permet, si vous voulez, c'est comme chez les pélicans, si vous voulez, il ingère le céphalopode, boum, il se bloque, et ensuite il rentre directement le céphalopode dans l'estomac. Voilà encore une espèce assez rare. C'est la première identification qui a été faite chez nous, et ça c'est un mimisant par contre. Et on voit donc la présence des pompiers, la présence des gendarmes, etc. Ben, voilà. Cachalot. Alors le cachalot peut rester au moins 75 minutes en plongée. Il y parvient non pas parce que son volume pulmonaire relatif est supérieur à celui de l'homme, il est inférieur de moitié, mais parce qu'il renouvelle 90% d'air de ses poumons lorsqu'il vient respirer en surface. C'est la différence, alors que l'homme n'expurge que 15 à 20% seulement. Alors on voit ici l'évent. Alors on a l'habitude de voir un évent sur ce cachalot. En réalité, le cachalot, j'ai fait une autopsie de rostre de cachalot, je peux vous dire que c'est assez difficile, et on a trouvé un évent ici, un évent vestigial qui se trouve à ce niveau-là, et qui laisserait penser, si vous voulez, qu'à l'origine, peut-être, dans l'évolution des cachalots, l'évent était peut-être externe et il est venu ensuite s'atrophier à l'intérieur, ici. Alors, les poches aériennes des cachalots, hein, qui sont ici ce qu'on appelle les stéréociles, qui sont situés dans la partie nasofrontale, qui permettent aux cachalots d'émettre des ondes sonores dans une large gamme de fréquences d'une puissance de 0,1 Hz jusqu'à 35 000 Hz. Alors ils assomment pratiquement leur proie avec les sons. Alors ils émettent soit des clics, soit des crics, soit des codas. Alors si vous voulez, le clic, c'est simplement... Ensuite les crics, ça va faire comme ça, et ils vont envoyer une série de... Et puis les codas, c'est des modulations, comme ça, vous voyez, et au fur et à mesure... Alors quand ils s'approchent par exemple d'un céphalopode, ils repèrent le céphalopode, ils envoient des sons, et le céphalopode lui-même est déjà perturbé, si vous voulez, par cette espèce de... alors le larynx également ici, qui est très important. Larynx, il faudrait faire tout un cours là-dessus. Première identification d'un calmar géant, en 2012, qui a été faite par un japonais. Et ça, c'est chez nous, hein. Ça, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. On a du calmar géant ici. Voilà. Et là, nous allons travailler bientôt avec un groupe qui est dans les Asturies et qui a une collection de calmars géants assez importants qui s'appelle la CEPESMA et qui sont tout à fait disposés à collaborer pour voir si les espèces de calmars géants qu'ils ont chez eux sont à peu près les mêmes que chez nous. Donc on a un programme en principe qui devrait démarrer 2017-2018 là, normalement. Alors ici, les combats entre le calmar géant et le cachalot. Si c'est un cachalot adulte, il n'y a pas de problème. Il va s'attaquer au calmar géant, qui va faire quand même 10-11 mètres quand même, hein, dans certains cas. Hein. L'animal fait 16 mètres. Donc, vous voyez, c'est quand même... Et par contre, si c'est un juvénile, là, le calmar géant peut éventuellement mettre ses tentacules sur les vents, ici, du cachalot, et l'empêcher de respirer. Et donc, le petit peut mourir, là. Alors ici, un exemple de ce qui nous est arrivé. 3 cachalots qui sont échoués à Mémisant. Un qui était mort, celui du milieu, et les 2 autres qui étaient vivants. Et donc on ne pouvait pas les remettre au large parce que le coefficient de marée était trop bas.
Et les deux cachalots ont accompagné celui qui était mort. Et celui-ci avait, quand on a ouvert l'animal, il avait une bouteille de plastique à l'intérieur et il était bourré d'anisakis, enfin de parasites, quoi. Alors ici, lorsqu'on analyse, on va donc regarder les vents, la narine, ici, la caudale, pour voir s'il y a, vous voyez, une morsure ici, sur le côté, les dents, et puis les marques de combat des céphalopodes. Alors, lors des plongées profondes, hein, le cachalot, le spermacétie, c'est cette espèce de matière que vous avez ici, qui ressemble à de la cire, hein, comme de la bougie, on va dire. Ce spermacétie va se figer, si vous voulez, et l'animal va pouvoir plonger, il va ralentir les battements de son cœur, il va descendre, il a de l'hémoglobine et de la myoglobine, comme nous. Par contre, si vous voulez, la myoglobine va se fixer dans les muscles, dans le dos, et l'animal va donc descendre à 2000 mètres. Quand il va remonter, il va réaccélérer les battements du cœur, il va remonter, le spermacétie va se dilater, et en se dilatant, ça va permettre à l'animal de remonter. Alors une espèce comme un peu exceptionnelle, qui est présente chez nous, qui est le cachalot pygmée. Ça, c'est vraiment une espèce très particulière. Et la première fois que j'en ai vu un, je voyais une tache ici, je me disais c'est une tache de sang, et pourtant c'est pas du sang. Et c'était de l'encre. Et cette encre, c'est lorsque le cachalot pygmée ou le cachalot nain ingère un céphalopode, il récupère par un système de transfert ferreux, il récupère le sang, l'encre de ce céphalopode, et ensuite il s'en sert à des fins de protection. Hein, ils éjectent, comme un céphalopode, ils envoient l'encre vis-à-vis devant le prédateur, ou au contraire ils s'en servent pour se protéger des proies, pour se dissimuler des proies. Alors voilà l'exemple de ce qui nous arrive. L'obicéphale ou un autre animal s'échoue, et on voit les élus là, qui sont un peu perdus, là, qui se disent bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un périmètre de sécurité, l'animal est vivant, est-ce qu'on va le remettre à l'eau? Dans quelles conditions on va le remettre à l'eau? C'est quand même un animal qui fait 7 mètres et qui pèse près d'une tonne quand même. Donc on va essayer de faire venir un tracteur, enfin bon, c'est très très compliqué. Ça demande une manutention importante et ça demande aussi des précautions parce que ces animaux sont assez vifs quand même, et quand ils sont en état de stress, ils peuvent vous donner un coup de caudale et vous blesser sérieusement. Alors voilà un autre type d'échouage, donc ça c'est un Ziphus qui était dans les Landes, et on voit sur ce Ziphus ici un mâle immature, maigre, de mauvaises conditions physiques, et ensuite un foie pathologique d'origine virale, septicémie, ici examen du système urinaire, infestation parasitaire, et un processus, vous voyez, parasitaire développé dans les reins en particulier, avec des processus inflammatoires, et là on a un animal qui est pathologique, qui a une mort pathologique, c'est-à-dire qu'il est vraiment juvénile et en mauvais état. Et ça nous préoccupe beaucoup parce qu'on essaie de comprendre pourquoi des animaux qui vivent à 1500 mètres de fond peuvent être malades à ce point-là. Alors, est-ce que c'est lié au régime alimentaire, c'est-à-dire aux espèces qu'ils ingèrent et qui sont très parasitées? Peut-être ça peut être aussi d'autres types de pathologies, et on est en train de travailler là-dessus depuis quelques années. Voilà ce qu'on récupère, vous voyez, là c'est par exemple des nématodes dans les reins. Là on récupère les gonades pour essayer d'avoir déterminer également tout le système de reproduction des animaux. On récupère les bulletins paniques. Dans les bulletins paniques, on va enlever l'étrier et on va injecter du formaldéhyde pour ensuite... voilà. Alors ensuite on va trouver, sur ces animaux, on va trouver des zones comme celle-là, vous voyez, et là, ça c'est très, très délicat parce que c'est un cas de... Alors il y a du poxvirus, du calcivirus, du morbillivirus, enfin bon, il y a des virus là. Alors il m'est arrivé une chose, ce que j'ai expliqué lors de la présentation au personnel ici, c'est qu'il y a, dans les années 2002 par là, il me semble, il y a un groupe de 5 dauphins qui est arrivé aux deux jumeaux, en plein mois d'août. La plage était bondée, et les pompiers m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait. Je dis, vous fermez la plage, enfin cet aspect-là, en tout cas cette partie-là, vous la fermez. Et les dauphins sont arrivés, 5 dauphins, ils sont arrivés, ils m'ont posé le petit sur les pieds.
Et ils sont repartis ensuite. Et alors évidemment, il y avait deux amis vétérinaires qui étaient là, on a fait une autopsie, puis là on a découvert alors des pathologies très sérieuses là-dessus. Donc ce qui veut dire que ces animaux, même à l'état juvénile, sont déjà contaminés. Donc ça nous pose, nous, un certain nombre de questions quand même. Alors voilà exactement comment on se présente, vous voyez, là, ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire ces zones-là, hein, là, quand vous les passez au microscope, voilà ce que ça donne. Vous avez donc le derme, l'hypoderme, et on voit très bien ici la fenêtre. Et ça, c'est un véritable problème. Ensuite, l'autre problème que nous avons, c'est sur les animaux qui s'échouent, les femelles gestantes en particulier. Ces femelles gestantes, on récupère le fœtus. Quand on récupère le fœtus, on essaie d'analyser et on se rend compte que quelquefois, eh bien, par la barrière placentaire, on a ici une ceinture de parasites, de cestodes, extrêmement importante. Ce qui fait que la mère transmet aux petits des parasites. Oui. Alors pourquoi on étudie ces animaux? Ben, ça nous permet d'avoir une idée, par exemple, vous voyez ce que concerne les marsouins. Le marsouin, c'est donc cet aspect, c'est celui-là, là, qui fait partie des phocénidés. On va avoir des marsouins qui descendent ici en direction de chez nous. Ces marsouins vont descendre parce qu'il y a une surpêche de la merlu, du merlu et du merlan, par exemple. Les marsouins vont changer de régime alimentaire, ils vont arriver chez nous, ils vont manger du chinchard. Le chinchard étant très parasité, ils vont devenir très parasités eux-mêmes. Et on s'aperçoit depuis quelque temps, on essaie de comprendre, ces animaux qui étaient donc, vous voyez, 97,4%, en 2014, 20%, ces animaux ont tendance à remonter maintenant, depuis quelque temps, vers la Vendée. Et on se rend compte que tous les échouages que nous avions par exemple des pics d'échouage quelquefois avec 100, 120, 150 échouages sur un mois. Et là, on en a, l'année dernière, on a eu à peine une trentaine d'échouages, ou 30 ou 40 échouages sur l'ensemble de la zone basque-hollandaise. Donc, et par contre, en Vendée, sur le nord, apparemment, les Bretons, etc., récupèrent beaucoup plus d'échouages que nous, en ce moment. Alors, un petit, voilà le fameux phoque à crête dont je vous ai parlé, le phoque du Groenland, hein, qui est arrivé, c'était dans les années 2000 à peu près. Il était descendu, tenez-vous bien, il était venu sur une plaque de glace. Il s'était porté, ensuite il est arrivé dans le nord de la France, il avait été identifié, ensuite il est arrivé devant l'Adour, il est rentré dans l'Adour, et on l'a récupéré à Pérorat. C'est-à-dire qu'il a fait un chemin assez quand même particulier, quoi. Il est arrivé dans l'Oussomat pour arriver à l'eau douce ensuite, quoi. Alors, tortue lutte, voilà une fameuse tortue. Cette tortue, elle ingère donc des grosses méduses, hein, qu'on appelle Rhizostoma pulmo. Elle a aussi, bien sûr, des sacs de plastique dans l'estomac. On va donc faire l'autopsie. Dans l'autopsie, on a les sacs de plastique, on a les œufs, ici, chapelet d'œufs. On va essayer de voir si elle a été marquée, baguée au Costa Rica ou ailleurs. On va la naturaliser. Alors je voulais remercier au passage Jacques et puis tous les gens qui ont participé à ce travail, c'est un énorme travail. Il faut savoir que, pour vous donner un ordre d'idée, cette petite tortue que vous allez voir au musée de la mer, là, eh bien cette tortue, elle nous a demandé 1 an et demi de travail. Parce qu'il a fallu demander l'autorisation au ministère. Le ministère a dit « Ah, mais vous comprenez, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis bah, « Écoutez, voilà, le marin-pêcheur qui a fait ça, les gendarmes voulaient lui mettre une contravention. » Parce qu'il n'a pas le droit, évidemment, de capturer une tortue. Pour une fois qu'il joue le jeu et qu'il nous ramène la tortue, je dis aux gendarmes, écoutez, bon, aidez-nous, quoi. Même, c'est l'inverse, quoi. Enfin, il faut qu'on travaille. Bon, d'accord, ok. Alors, on fait le travail. Ensuite, il a fallu stocker cette tortue. Parce que, normalement, où on la détruit, il faut l'emmener à l'écarissage et la détruire. On s'est dit, c'est idiot, elle est superbe. On va donc la donner au musée de la mer. Mais pour la donner au musée de la mer, il faut des autorisations spéciales. Donc, ces animaux protégés, quand même. Donc, on a quelqu'un qui nous a gentiment gardé la tortue pendant quelques mois dans de la glace. Je ne peux pas vous dire qui, mais bon, c'est déjà complètement illégal. Et ensuite, cette tortue, il a fallu ensuite la travailler, la naturaliser, et ensuite la porter. Et on a eu des amis basques qui ont chanté spécialement pour cette baleine, pour cette tortue. Voilà, c'est quand même assez sympathique cette histoire. Alors maintenant, ces animaux, pour certains d'entre eux, sont protégés. Hein, donc vous avez des tortues qui sont protégées, petite carouane ici. Vous avez les mammifères, donc les pinnipèdes. Certains requins, maintenant,
qui commence. Celui-ci, par exemple, je vous montrerai 2-3 images sur ce requin en particulier. Et puis ensuite, l'autre, ici, le mammifère marin encore. Alors, comment peut-on estimer des stocks de population? Soit on fait du comptage, alors on fait de l'observation en mer, soit on travaille avec les échouages également. Enfin, on a une étude entre le vivant et le mort. Ensuite, pour les requins, on va donc marquer des animaux. Donc voilà, par exemple, ici, cet animal qui a été marqué. Et là, moi, je faisais à l'époque du marquage d'animaux, c'est-à-dire on récupère l'animal, le juvénile, pas l'adulte, récupère le juvénile, on lui met une marque, et puis ensuite on le relâche. C'est compliqué, on a relativement peu de retours sur ces animaux. Alors, quelles sont les espèces qui sont présentes chez nous? On a, par exemple, pour les requins, on a toutes les hémisoltis, les hémisoltes tachetées. Alors, par exemple, pour les hémisoltes tachetées, on a ici, justement, Elodie qui va travailler sur cette espèce-là, parce que, finalement, on connaît très peu de choses sur ce requin, ici. On ne connaît même pas, si vous voulez, on connaît sa biologie, il n'y a pas de problème, on connaît sa reproduction, mais on ne connaît pas l'état du stock exact sur cette espèce-là. Et donc, on va voir aussi des études sur les contenus stomacaux, qu'est-ce que ce requin mange, quelles sont les espèces qu'il mange, et ensuite, on va essayer de comparer avec les autres espèces, la grande roussette, le peau bleu, le requin taupe, etc. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, vous allez avoir ici des taux d'analyse de capture qui sont faites à la criée. Mais ces études, elles sont quand même très particulières parce que finalement, ne sont données là que ce que veulent bien donner les marins-pêcheurs. Donc en réalité, l'étude est un peu faussée, c'est-à-dire que vous avez des requins qui sont vendus à la criée, enfin déposés à la criée pour être vendus, puis d'autres qui sont vendus directement par d'autres sources. Donc ce qui fait que notre étude là-dessus, elle est quand même très, très parcellaire, quoi. Alors à ce jour, le requin taupe commun, celui-ci est protégé par le décret, et l'autre, le requin pèlerin également. Voilà. Donc il y a des espèces qui sont protégées. Alors voilà comment on mesure l'âge d'un requin. Il suffit de prendre une vertèbre, et dans la vertèbre, on va donc déterminer les anneaux de croissance. Alors là, je fais rapidement un petit développement là-dessus, sur le développement durable, parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Donc on va essayer de définir rapidement. Ensuite, les constats sur les milieux, le cadre législatif administratif, quelles décisions et pour quel avenir, propositions et suggestions. Alors, le développement durable, c'est une conception du bien commun considéré à l'échelle de la planète. Cette notion vise à prendre en compte, outre l'économie, les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux de long terme. Elle répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à organiser les leurs. En 1992, le sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies, officialise la notion de développement durable et celle des 3 piliers, économie, écologie, sociale. Un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Ça paraît très simple, mais je peux vous dire que c'est très compliqué. Alors, le cadre législatif, donc on a les administrations, qui, ici, le ministère de l'Environnement, la direction des affaires maritimes, etc., les directions des services vétérinaires, la santé, les organismes publics, Ifremer, CNRS, BRG, etc. Bon. Ensuite, les acteurs régionaux, ici, et puis après, les marins-pêcheurs également, ici, qui sont très, très importants. Et ensuite, les agences de l'eau, ici, et les entités territoriales, et puis après, les associations qui travaillent là-dessus, toutes les associations qui sont plus ou moins en liaison directe avec ces organismes-là. Alors, quelle décision et pour quel avenir? Alors, l'inventaire, très très important. Si on n'a pas cet inventaire, on ne peut rien faire. Donc, on rentre dans les inventaires muséum d'histoire naturelle. Ici, c'est un inventaire régional, ici, Natura 2000, etc. Et puis après, vous avez un petit inventaire qui nous permet, nous, grâce aux observations que vous faites, vous, qui sont des observations opportunistes et qui nous apportent, nous, quelquefois des informations scientifiques. Alors, et là, les aires marines protégées, on va interroger là-dessus, ben voilà, on participe, si vous voulez, à des réflexions sur les aires marines protégées. Ça, c'est encore un autre débat, il faudrait prendre le temps d'en parler, mais je crois que le mieux, c'est d'inviter à la CPIE, vous pourriez inviter les gens des aires marines protégées et faire une discussion autour de ça, parce que c'est quand même un vrai problème, quoi. Alors ici,
quelles sont les propositions? C'est ça qui est intéressant. On a donc faire de la recherche, développer la recherche fondamentale. Ça, j'allais dire, c'est fondamental. Réduction des impacts sur le milieu endogène. Alors, puisqu'on a des espèces exogènes qui arrivent et qui ont un impact sur le milieu endogène, il faut aussi travailler là-dessus. Réintroduction des espèces marines sauvages, dans certains cas. Ça, c'est important pour les marins-pêcheurs, puisqu'ils vivent aussi de ça. La pédagogie de l'environnement. Et puis ensuite, sensibilisation aux nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, c'est bien joli, mais les jeunes utilisent ça, mais peut-être qu'on peut travailler avec ces jeunes sur, justement, ces nouveaux procédés. Alors l'approche écosystémique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est chaque citoyen est un des responsables de l'information, il peut aussi apporter de l'information, et il peut, par son comportement, vous voyez par exemple ici, vous avez une frayère de saumon considérée dans un bon état écologique du milieu aquatique ambiant. Donc si vous avez ça, vous avez des possibilités de voir des saumons se développer. Vous avez ici les anguilles, alors ça a été fait entre autres par l'IFREMER et par des organismes publics. Et puis après, vous avez toute une étude également qui est faite sur le saumon, alors avec toutes les dérives qu'il y a actuellement dans certains cas, quoi. Voilà. Et puis là, vous avez l'exemple d'un marin-pêcheur éco-responsable, on va dire, hein. C'est ce qu'on appelle la petite pêche professionnelle. Et cette petite pêche professionnelle, elle a besoin d'être soutenue et encouragée et aidée. Et ça, c'est pas toujours évident, hein, dans l'esprit des gens. On mélange un peu les fileyeurs, les palangriers, les chalutiers, enfin voilà. Donc là, il y a une étude aussi à faire sur ces milieux et essayer d'expliquer et de mieux comprendre comment fonctionnent ces milieux. Voilà un exemple qui nous intéresse, nous, particulièrement en ce moment. Vous avez cette espèce-là, la Mianosis lady. C'est un petit cténaire, hein, on va dire, ça ressemble à une méduse, si vous voulez. Et ce cténaire arrive de mer d'Azov et de Méditerranée. Il est présent actuellement dans nos eaux. Il mange tout le plancton, phyto-zooplancton. Et on s'est rendu compte qu'à Nausicaa, dans les aquariums de Nausicaa, ils ont dans leurs aquariums cette espèce-là. Donc ce qui veut dire que cette espèce est passée chez nous. Et je peux vous dire que quand elle passe, là, il y a du dégât. Et le problème, c'est que personne n'y fait attention, parce que c'est un tout petit organisme qui a à peine la moitié de ma main. Et par contre, en Corse, je suis allé à la lagune de Bigoulia, et la lagune est complètement envahie, et à cet endroit-là, il n'y a plus rien. Donc les Corses se préoccupent beaucoup de la présence, de la prolifération de cette espèce-là. Alors ensuite, les marins-pêcheurs nous ramènent des espèces tropicales ou des espèces de grands fonds. Et donc, quand ils nous ramènent ces espèces, vous avez des espèces comme celle-là, par exemple, qui ne devraient pas être ici, enfin, pas être chez nous. Ça, par contre, c'est des espèces de grands fonds, là, qui nous intéressent aussi. Ce qui veut dire que ces animaux remontent quelquefois. Ils devraient être à 1200 mètres ou 1500 mètres, et les pêcheurs les attrapent avec des filets à 150 mètres ou 200 mètres maximum, quoi, même pas. Donc ça nous intéresse, et ça nous permet d'avoir une idée de la faunistique du très proche de chez nous, quoi. Ensuite, il y a des publications qui permettent de parler de biosurveillance, ici, qui nous permettent d'avoir des idées des espèces tropicales, ici, une espèce tropicale ici, et des espèces qui ne devraient pas être là. Par exemple, ici, vous avez le baliste. Le baliste, c'est ce qu'on appelle chez nous une espèce installée. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, il y a une trentaine d'années, et cette espèce s'est installée maintenant, et elle est extrêmement active dans le secteur. Le crabe chinois, ici, les crevettes japonaises, etc. Hein. Ensuite, essayer de mieux comprendre le rapport aux animaux sauvages, que ce soit les oiseaux, que ce soit les requins, les mammifères marins. Je pense que ça, c'est une notion fondamentale. Essayer de comprendre. Alors cette histoire-là, pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce requin, c'est un marin-pêcheur australien qui avait délivré un requin blanc pris dans un filet. Et cette femelle requin blanc s'est prise d'amour pour ce marin, et à chaque fois que le pêcheur partait en mer, on voit d'ailleurs, regardez, on voit ici le flotteur, etc. Et donc ici, l'animal venait réclamer sa dose de caresse, quoi. Alors et quand elle attrapait un phoque, elle balançait le phoque sur le bateau, donc ça lui abîmait ça lui salissait tout le bateau, mais bon, voilà. Et c'est une histoire extraordinaire, ça fait le tour du monde, ça. Et on a d'ailleurs Marie-Noël qui a plongé avec des requins blancs il n'y a pas longtemps, hein.
Tu peux confirmer ça un peu. Voilà. Bon, voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que c'était un peu long, mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci Alexandre pour cette intervention riche et qui ouvre finalement plein de portes, plein de sujets là, sur la biosurveillance, sur le développement durable, sur l'impact du réchauffement climatique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il aurait pu rentrer beaucoup plus loin dans la description en biologie, croyez-moi, de toutes ces espèces-là. Du coup, on a un peu de temps. Voilà, on peut prendre un petit peu de temps pour questionner autant que de besoin notre ami. La première question, il faut toujours la lancer, alors je la prends. Et je voulais vous poser une question de climatologue. Et vous demander, vous avez parlé un petit peu de tortues. Et je voulais vous demander si vous savez si on trouve les tortues depuis très longtemps. Et je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce que c'est la tortue qui est à l'origine de la première constatation de l'existence du changement des climats. C'était un Anglais qui s'appelait Hooke, qui avait entendu parler des tortues par les premiers récits des voyageurs et ce qui ramenait. Et il a trouvé un fossile de tortue en Angleterre. Et il s'est dit, le climat n'a pas toujours été ce qu'il est dans notre Angleterre. Donc je voulais savoir si on trouve des tortues depuis très longtemps ici. Alors il y a d'abord un organisme qui travaille beaucoup sur les tortues, qui est l'Aquarium de La Rochelle, avec Pierre Morinière, qui est un ami personnel de longue date. Et on s'est rendu compte que les tortues étaient présentes depuis très longtemps chez nous. On a 3 espèces de tortues principales, hein, la tortue luth, la kawan, la tortue, petite tortue que je vous ai montrée, et puis une autre, enfin il y en a même 4, hein, il y a la tortue verte également, puis une tortue imbriquée. Alors ces animaux viennent en général descendent à des fonds de 500-600 mètres à peu près, et ils sont portés par les courants. Et on parlait de courantologie, je sais plus, je crois que c'est vous qui vouliez qu'on parle de courantologie, mais alors là c'est un débat. Enfin, on peut en parler, et ils se laissent porter par les courants, et ils remontent ensuite le long des côtes de l'Europe, et ces animaux vont ensuite soit se déplacer vers la Méditerranée, soit remonter vers l'Atlantique Nord, selon le régime alimentaire qu'ils ont. Et ces espèces, ces tortues, existent depuis chez nous. Elles ont été observées dans les analyses que j'ai travaillé sur les archives de l'Ifremer en particulier, et on a des études qui sont faites depuis environ plus d'une 50aine d'années, quoi, ici. Sachant que l'océanographie est une science très récente, elle a une centaine d'années, hein, l'océanographie. Donc les études qui sont faites sur ces animaux-là datent on va dire, des années 1910-1920, quoi, à peu près. Donc c'est pas très ancien. Alors par contre, on a effectivement dans certains aquariums, on a alors, par exemple, si vous allez à La Rochelle, je pense, ou à Soanopolis à Brest, vous risquez de trouver peut-être des éléments anciens sur les tortues. Mais il faudra interroger Pierre Morinière à ce moment-là. Vous pouvez l'interroger de ma part, hein, il n'y a aucun problème, vous lui envoyez un petit mot et puis il vous répondra très, très gentiment. Il est très, très compétent dans ce domaine-là. La tortue du berceau d'Henri IV, elle est d'ici ou elle vient d'ailleurs? Comment? La tortue du berceau d'Henri IV, elle est d'ici ou Ah ben c'est une tortue luth, oui, une tortue luth qui a été capturée ici, oui, tout à fait. Oui, moi c'est une question de non spécialiste. À propos des parasites que les chachards auraient transmis aux marsouins, ça me surprend un petit peu parce que je croyais que les parasites étaient spécifiques de leur hôte. Donc si le chachard est parasité par des parasites spécifiques des chachards, comment le marsouin peut être gêné par des parasites spécifiques du chachard? Je ne sais pas, c'est une question. Hein. Non, au contraire. Les parasites, alors... Les parasites se développent, enfin, ça dépend du type de parasite. Vous avez ce qu'on appelle des exoparasites, enfin, des mésoparasites et des endoparasites. Alors, vous avez des parasites qui se posent sur le derme de l'animal. C'est
un parasite qui n'a pas tellement d'impact. Par contre, vous avez des animaux, des parasites qui vont se développer dans la partie des poumons, on va dire, dans la partie respiratoire. Là, ça va considérablement gêner l'animal. Et puis il y a d'autres types de parasites qui sont des nématodes et qui vont se développer dans l'estomac. Et qui vont donc provoquer chez l'animal, ça peut être un ulcère, ça peut être tas de choses. Hein. Et l'animal va donc être perturbé par ce parasitisme important. Alors c'est le cas par exemple des échanges que nous avons. Je n'ai malheureusement pas pris de photos ici, mais j'aurais pu vous en montrer. On a par exemple sur certaines espèces des proliférations de crassicoda, donc des parasites extrêmement, des nématodes extrêmement importants, hein, qui se développent en colonies dans les reins particulièrement de ces animaux, et à ce moment-là, qui peuvent affaiblir considérablement l'animal et aller jusqu'à sa dégradation personnelle. Bonjour, Miguel Dirola, moi je suis un plongeur sous-marin depuis une cinquantaine d'années, et dernièrement, là, vous avez parlé pas mal de cétacés, mais il y a pas mal de mola depuis 5 ans dans la zone du Cap des Filets, et disons que depuis 1 an ou 2, il y en a de moins en moins. Alors justement, ça dépend peut-être des courants, la température. Les mola, c'est des poissons lunes, pour ceux qui... Le poisson lune est ce qu'on appelle chez nous une espèce installée, hein, c'est-à-dire qu'elle est depuis, on va dire, plus d'une vingtaine d'années, hein, presque 30 ans, des animaux qui se sont installés chez nous avec les balistes et qui ont trouvé des espaces dans lesquels ils se développent. En général, les mola qu'on a chez nous ne sont pas des adultes. Hein. Le mola peut faire jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, voilà. Oui, mais ça, c'est encore des... Oui, mais c'est encore à l'état, juvénile, voire subadulte, mais pas des adultes, quoi. Donc ces animaux-là, on essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi ils se nourrissent de méduses. Et j'ai une étudiante qui a travaillé sur le rapport entre les méduses et justement le poisson lune. Et on a repéré des zones de concentration de poissons lune liées à ces fameuses méduses, à condition qu'on étudie vraiment un type de méduse, parce que là, dans les méduses, il y en a aussi énormément. Donc on a fait un travail très précis là-dessus, et on essaye de... Alors là, à la rigueur, ce rapport, je peux le mettre à votre disposition, enfin, il n'y a pas de problème. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer de comprendre comment ces poissons lunes se développent dans le coin, et quel type d'alimentation ils ont. Est-ce qu'ils changent de régime alimentaire en fonction de la zone? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce que nous avons pu observer, c'est que chaque fois qu'il y avait des méduses dans un coin, il y avait forcément du mola à côté, quoi. N'hésitez pas, hein, on a un peu de temps. Moi, ça va être une question de plaisancier. Alors, au passage, je vais quand même confirmer ce que dit ce monsieur, c'est que les mola, on en voyait pas mal il y a 2 ans, 3 ans, et cette année, je n'en ai pratiquement pas vu, enfin l'été dernier, depuis à peu près 1 an. Autrement, ma question, c'était très intéressée, si on voit un rorqual, qu'on est sur un bateau, est-ce qu'il y a un risque d'être percuté, ou est-ce qu'il va de façon naturelle s'éloigner? Est-ce que le rorqual a des risques d'être lui aussi percuté? Je vais vous raconter une petite anecdote assez amusante. C'était des amis fileyeurs qui étaient de Cap-Breton, qui étaient installés à un moment, ils avaient installé leur filet, puis tout d'un coup, ils voyaient que leur bateau commençait à pencher vers l'arrière, comme ça, et c'était un rorqual qui s'était endormi, carrément, près du bateau. Alors, il y a un copain qui dit aux autres, hey, il y a une baleine. Alors, ils ont dit, arrête. Ici, il y a une baleine. Il y a une baleine, alors. Et le rorqual était là. Donc, ce qui veut dire que, par essence, ces animaux sont des animaux pacifiques et ils sont curieux. Donc, ils vont venir, ils vont se rapprocher du bateau. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est le laisser faire. Hein. Il n'y a pas de risque. Moi, ce qui me gêne plus, c'est les courses en mer avec ces gars qui viennent avec des bateaux fabuleux et puis qui pendent, qui vous percutent une baleine. Alors, on parle du gars qui a perdu son bateau, mais on ne parle pas de la baleine, quoi. Et ça m'insurge, je m'insurge un peu contre ça depuis pas mal de temps, quoi.
Et moi, je veux bien qu'on fasse avancer avec la technologie, mais à condition qu'on respecte aussi le milieu, quoi. Et le milieu, malheureusement, on n'y fait pas attention, quoi. Et donc, le problème de ces animaux, c'est qu'ils font des migrations. Ils ont besoin de... Alors, quand ils restent près de chez nous, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément en très bon état sanitaire et qu'ils sont là à traîner dans le coin. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux faire des photos. Si vous avez l'occasion de faire une photo, faites une photo de l'aileron dorsal. Et puis après, vous le soumettez, vous pouvez même le signaler au sémaphore, hein, puisque vous faites de la voile, ou il faut le signaler au sémaphore, et puis le sémaphore nous transmet l'information, il n'y a pas de problème. Ou les affaires maritimes, enfin peu importe, un organisme quelconque, et à ce moment-là, et les marins-pêcheurs nous signalent souvent, même d'ailleurs, des informations comme celle-là. Et ce qu'il faut, c'est avoir la position GPS, si c'est possible, et ça nous permet d'avoir une idée de l'orientation de la migration éventuellement d'espèces, quoi, ou de rassemblement d'espèces également. J'aurais bien aimé savoir à quelle distance des côtes on peut espérer voir des espèces. Est-ce que par exemple, enfin j'en ai aucune idée, mais est-ce que de la falaise, de la corniche, on pourrait apercevoir un jet de vapeur ou des animaux? Est-ce que c'est possible ou... J'étais justement hier chez un sérigraphe, et ce sérigraphe me racontait qu'il y avait un de ses amis qui était avec son fils, qui était justement à Bidart, et à Bidart ils ont un souffle de baleine, donc c'est quand même intéressant, et ils ont vu des globicéphales également, donc très proches. Hein. Donc les animaux sont là, ils sont très présents. Ce qu'on évite, nous, c'est, enfin, notre équipe en tout cas, on est pas trop envie de développer ce whale watching. J'ai participé, si vous voulez, à la formation du groupe de... Enfin, c'était dans ma jeunesse folle, je faisais ça au Canada. Et il y avait un groupe qui avait décidé de faire des opérations de baleines. Et alors je vois beaucoup de Basques d'ailleurs qui vont là-bas à la recherche de l'histoire de la baleine, etc. Et qui vont embarquer pour voir ces cétacés. Et malheureusement, il y a une surproduction, j'allais dire, d'observation de par des bateaux de pêche, ou des bateaux de plaisance, pardon, et on ne laisse pas ces animaux tranquilles. Et ce qui fait que maintenant, moi je suis un peu en colère parce que ce whale watching devient, c'est un peu n'importe quoi. Donc ici, moi ce que je souhaite, c'est plutôt qu'on laisse ces animaux tranquilles, et qu'on les observe à l'occasion. Quand vous êtes envoyé, bon, vous envoyez, tant mieux, mais pas à prendre un bateau à moteur et puis aller courir après et les chercher. Donc il vaut mieux les laisser tranquilles. Quand vous avez des oiseaux, par exemple, vous voyez des oiseaux de mer, quand vous voyez des oiseaux de mer, vous pouvez être à peu près certain qu'à côté, il y a ou du poisson, ou du mammifère marin, ou autre chose à côté. Hein. Ici, si vous avez l'occasion, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous allez acheter du poisson, vous discutez avec des marins pêcheurs, ils vous donneront, eux, ce qu'ils observent. Ils observent aussi bien des requins, des tortues, des baleines, etc. Alors, les marins, en général, ils ne parlent pas à terre, ils parlent plus facilement sur un bateau, mais ils ont énormément d'informations. Bien, je suis content, il y a plein de questions, parce que des fois les gens n'osent pas. Il y a une question. Bonjour, c'est pour revenir à ce que vous disiez là justement sur les paroles des pêcheurs. Moi j'avais rencontré des pêcheurs qui me disaient qu'il y a jusque dans les années 97-2000, ils voyaient par exemple des orques assez fréquemment, pas forcément en face d'ici, mais plus ici, et puis ça remontait un petit peu vers le bassin d'Arcachon. Et je voulais savoir du coup si on en voyait encore, enfin eux en tout cas me disaient que c'était un petit peu terminé, ils n'en voyaient plus du tout, quoi. Les orques. Non, il y a une présence d'orques qui a été avérée. Simplement, si vous voulez, les orques suivent leur proie. Donc, s'il s'agit de thon, parce qu'en général, les orques, c'est plutôt les thons, on les voit plutôt l'été, et l'été, ils sont au large, en général. Si vous voyez un orque se promener par ici en hiver, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Donc, normalement, les orques sont présents. Par contre, ce qui est caractéristique des populations d'orques de chez nous, c'est qu'ils ont un comportement beaucoup plus errant, j'allais dire, que les orques de Norvège ou les orques du Grand Nord, on va dire, qui s'attaquent aux harengs et qui travaillent en groupe pour pouvoir
pour pouvoir chasser le hareng. Ici, les orques auraient tendance plutôt à se rapprocher des bateaux de pêche, qui sont des ligneurs souvent, et ils attaquent le thon. Ils passent près du bateau, ils attrapent le thon et hop, ils enlèvent tout le morceau comme ça et le pêcheur se retrouve avec la tête uniquement. Et ça, c'est... je pense que l'orque est toujours présent. Simplement, les marins pêcheurs qui vous ont dit ça, est-ce qu'ils allaient au large et très loin, c'est-à-dire, on va dire, à environ 20-30 nautiques, au moins 20-30 nautiques, même beaucoup plus au large encore que ça. C'est là la question. Il faut savoir que l'été, si vous faites par exemple, vous allez pêcher le thon, vous allez assez au large, et là vous êtes à peu près certain de voir des grands prédateurs, quoi. Une chose aussi qu'il faut savoir, on a un ami basque de l'autre côté qui a fait un travail sur les thons, justement, et sur les défécations des thons. Et il s'est rendu compte que les baleines avaient tendance à suivre les thons. Et donc son étude, qui était à l'origine, était embarquée sur un bateau de pêche, pour étudier les thons, et donc voir quand les thons descendaient à 600 mètres, qu'est-ce qu'ils mangeaient à 600 mètres, quand ils remontaient à 300 mètres, qu'est-ce qu'ils mangeaient à 300 mètres, etc. Bon. Et il s'est rendu compte que les baleines étaient derrière. Et du coup, ça lui a fait une double étude. Ça lui a fait une étude il partait donc on va dire, allez, Saint-Sébastien, il partait de Fontarabie, il montait jusqu'en Irlande, et les baleines remontaient comme ça, derrière les thons. Donc, intéressant quand même. Voilà. Et les orques sont pas loin, en général. Oui, pour revenir aux parasites, c'est vrai que c'est une préoccupation parce que presque tous les poissons sont pleins de parasites, mais est-ce que les parasites ont toujours existé? Le type de parasites qu'on trouve, est-ce qu'ils sont récents? Et s'ils sont récents, mais de quoi est-ce qu'ils peuvent provenir, quoi? C'est vrai que les images que tu nous as montrées des parasites ont choqué un peu le public, là. C'est ce qu'on rencontre de plus en plus dans les échouages, mais qu'on rencontre également sur les poissons, enfin sur les foies de merlu en particulier. Le merlu qui est un poisson fragile, enfin c'est un beau poisson, mais c'est un poisson fragile. À ce sujet, justement, je voulais vous dire, j'en profite pour vous dire que le merlu à la koshkara, là, il vaut mieux, à mon avis, le faire bien cuire maintenant, plutôt que de le manger, parce que l'anisakis résiste à moins 17. Donc il vaut mieux bien faire cuire le poisson. De même que quand vous allez manger du sushi, faites attention aussi, quoi. Voilà. Alors le parasite lui-même, ce nématode-là est un nématode extrêmement actif, quoi. Et j'ai des photos là qui sont assez, je ne peux pas les montrer, en fait qui nous inquiètent beaucoup parce que, si vous voulez, le parasitisme peut se développer lorsqu'un animal est affaibli aussi. C'est-à-dire que le parasite, lui, il va chercher l'hôte définitif, donc il va s'installer, la femelle parasite va développer des larves dans un milieu. Hein. Ça va être le poisson, ça peut être le crustacé, par exemple ça peut être le gnagnon, par exemple. Marie, je te reconnais là au fond, mais le crabe nageur, le gnagnon, va avoir des larves d'anisakis. Le gnagnon va être mangé par le merlu, enfin admettons, et la larve du gnagnon va se développer sur le merlu. Et ensuite, j'allais dire, le merlu va être dépositaire de nouvelles larves qui vont attendre le prédateur terminal, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être, un requin ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire attention. Le parasite lui-même, il peut être pathogène. Il y a des parasites qui ne sont pas pathogènes et des parasites qui sont pathogènes. Donc le nématode, lui, celui-là, l'anisakis, est pathogène. Il faut faire attention. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que s'il y a par exemple une eutrophisation des milieux, s'il y a une pression sur le milieu, si le milieu est... on dit que la mer doit avoir... Enfin, elle a une capacité de résilience, c'est-à-dire elle a une capacité de se refaire une santé, on va dire, hein, si on la laisse tranquille, tous les aires marines protégées. Si on les laisse tranquilles, les animaux peuvent à ce moment-là se refaire une santé, le milieu va se reconstituer. Je pense que Marie-Noël, quand elle fera son présentation, je pense que tu en parleras peut-être un petit peu de ça, non? Tu as l'intention d'en parler?
Bon, bref. Et il faut qu'un écosystème se retrouve, si vous voulez. Et en mer, on a ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire, c'est comme dans un ménage, vous voyez, tout marche bien, comme ça. Puis tout d'un coup, pouf, quelque chose ne marche plus, au moment où ça marche plus. C'est un peu tard déjà. Donc il faut réfléchir à cette cause de dégradation. Et la mer, elle est, si vous voulez, elle a une mémoire. Le plancton a une mémoire. Tous les animaux ont une mémoire. Et c'est cette mémoire qui va témoigner, si vous voulez, de ce qu'on appelle de l'acidification de l'océan, de l'eutrophisation d'un milieu, de l'affaiblissement d'un milieu. Et c'est lorsqu'il y a cette affaiblissement, il y a prolifération à ce moment-là de parasites et d'organismes qui vont à ce moment-là s'installer sur des espèces. Et ça, c'est ça qui est préoccupant. Donc il faut laisser la mer se reconstituer. Il faut au moins 2 ans, 3 ans, voire plus, pour que l'océan retrouve un petit peu. Alors en Méditerranée, n'en parlons pas, c'est une catastrophe, quoi. Pour nous, on a encore la chance ici, il y a un brassage important, il y a une courantologie importante. Il faut savoir qu'ici, vous avez des courants très particuliers qu'on appelle les soudis. C'est des courants qui font 100 km de diamètre, qui se déplacent à 2 km par jour et qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre en montant. Et dans l'autre sens, ils redescendent dans le contresens des aiguilles d'une montre, vers le nord des Landes, on va dire. Et dans ces zones-là, vous avez des concentrations d'espèces extrêmement intéressantes. C'est une zone extrêmement riche ici. Bonjour, Georges Cognat, Guétari. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il a fallu 5 ans pour que la mer récupère la période de résilience sur le cantonnement de pêche de Guétari a été de 5 ans. Au bout de 5 ans, on a vu revenir exactement les mêmes espèces en même nombre. Pas les mêmes espèces, on a revu des espèces en même nombre qu'auparavant. Mais c'est pas pour ça que je voudrais parler. Il y a 2 ans, il y avait un phoque qui avait pris ses quartiers d'hiver sur la côte, et en particulier sur Guétari, et l'administration avait demandé de prendre des mesures inapplicables. Il fallait mettre des barrières pour empêcher les gens de les caresser ou nourrir le phoque. Quelle est la réglementation concernant ces venues de phoques? C'est un élu qui parle. Je connais bien le maire de Guétari, alors Albert Larosset, c'est un ami personnel. Mais je pense que ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est justement cette arrivée de phoques que nous n'avions pas il y a environ une quinzaine d'années. Et maintenant, on en a de plus en plus. La difficulté, c'est que ces animaux, pour ce qui nous concerne, ces animaux étaient là avant nous. Donc, on considère que ou c'est le touriste qui est sur la plage, ou c'est le phoque. Mais à un certain moment, il y a une décision à prendre. Et cette décision, on en a parlé au cabinet du préfet, on en a parlé lors des réunions, des différentes réunions. Et même, je peux vous dire qu'en Bretagne et dans le Cotentin et dans d'autres régions de France, il y a des colonies de phoques extrêmement importantes et de veaux marins qui ont tendance à manger beaucoup de poissons. Et ça pose de véritables problèmes avec les marins pêcheurs qui, eux, sont confrontés à cette présence de phoques, et notamment qui viennent carrément dans les filets. Et certains phoques se font prendre. Donc on a, nous, des cas de phoques qui sont gaffés, qui sont morts, on ne sait pas que faire, bon, ça nous pose un véritable problème. Alors pour le moment, on est encore un peu protégé sur la côte basque, un peu moins sur la côte landaise, ça commence déjà sur la côte landaise, on commence à en avoir de plus en plus, et nous allons avoir une commission bientôt, une commission de réflexion sur ces animaux-là. Un périmètre de sécurité, moi je pense que c'est quand même important de le mettre, je pense, parce que ça empêche les enfants en particulier, ou les chiens qui veulent s'approcher du phoque. Le phoque est dans un état de stress, un juvénile souvent, dans 80% des cas c'est un juvénile. Là, il a été sevré par sa mère, il vient se reposer sur le littoral pendant un certain temps et il repart. Et quand il repart, il a tendance à remonter vers le nord pour retrouver la colonie du nord. Sauf que maintenant, les phoques ont tendance à se réinstaller dans le secteur. Et s'ils se réinstallent, alors là, on est en train de réfléchir là-dessus. C'est un véritable problème pour nous. Parce que attraper un phoque
le remettre, le renvoyer à La Rochelle, de La Rochelle, l'envoyer ensuite à Océanopolis, le police va le renvoyer encore, tout ça, ça coûte de l'argent, c'est de l'argent public, il faut donc réfléchir à ça, c'est des risques aussi, hein, et ensuite il y a aussi le stress de l'animal lui-même. Donc il y a tout une problématique autour de ça. Alors ce qu'il faut faire, je crois, dans un premier temps, c'est du bon sens, hein, c'est-à-dire un animal arrive, il faut le laisser tranquille, hein, le laisser tranquille, demander aux gens de ne pas s'approcher, et puis ensuite, l'animal, naturellement, il ne va pas rester tout le temps sur la... Il va une fois qu'il sera reposé, ben, il a bien mangé, il a mangé des anguilles ou Dieu sait quoi, il va repartir, et quand il repart, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, il faut de la patience, il faut surtout, je crois, du bon sens, quoi. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Alors, on a eu une discussion assez consensuelle. Alors, je voulais mettre un petit peu d'ambiance dans la salle. Vous avez dit, par exemple, que il fallait laisser les animaux, les cétacés tranquilles pour qu'ils vivent leur vie et autres. Et je voulais objecter que vous n'avez pas parlé de la commission baleinière internationale. Mais donc c'est une espèce de commission qui régit le droit de chasse, si on veut dire, des baleines. Et en fait, il y a des pays qui, grâce au whale watching, là, dont vous parliez tout à l'heure, sont passés de soutien des chasseurs de baleines à des défenseurs de la nature pour permettre leurs activités de tourisme chez eux, comme en Argentine par exemple. Et c'est aussi à l'origine, je crois, de la délimitation d'aires marines. Alors, votre propos, il était développement durable, il était scientifique, mais quand on laisse les choses à la science, ben souvent c'est une autre force qui prend le pouvoir, et la force de l'économie, par exemple, et autres. Donc je ne pense pas que ne pas réfléchir au whale watching et toutes ces choses-là soit un bon moyen de protéger nos baleines. C'était le premier point. Et le second point, vous avez parlé aussi du temps et de la légitimité qu'on pouvait avoir ou pas avoir, quand vous disiez est-ce que le phoque est arrivé avant le touriste ou le touriste avant le phoque. Je voulais dire que dans notre patrimoine du Pays Basque, on a trouvé des choses extraordinaires, préhistoriques. Et il y a des outils et des œuvres d'art qui datent de 16 000 ans à peu près, et qui sont faites en os de baleine. Et en particulier à Rancou, il y a un très joli petit pendentif avec un cachalot. Il y a d'autres outils, des flèches qui ont voyagé depuis Isturitz jusque dans tout le piémont pyrénéen, et dont on croyait que c'était du bois de renne, et en fait c'était du bois de baleine. Alors moi je me demandais, c'était ma question, est-ce que ce ne sont pas les baleines qui ont fait venir et rester les Basques dans ce joli pays? Oui et non, parce qu'il y a des Basques dans les montagnes quand même aussi. Il y a des Basques dans les montagnes aussi. Donc, non, enfin, il y a le Pays Basque littoral, puis il y a le Basque, les gens de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est encore autre chose. Mais ce que je pense, c'est que l'histoire des Basques et de la chasse à la baleine, c'est une longue histoire. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. À une certaine époque, j'ai même fait une exposition là-dessus, et qui s'est promenée un petit peu dans le monde. Mais cette exposition, elle avait pour but d'essayer d'expliquer ce qu'on appelait l'ethnologie baleinière, c'est-à-dire comment les gens se sont inspirés de la baleine, qui était un moyen pour se nourrir, hein, on va dire, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la baleine? Il y a vraiment deux dossiers. Il y a l'aspect patrimonial, l'histoire de la chasse à la baleine. On ne peut pas en parler trop longtemps ici. Peut-être parler de la Commission baleinière internationale, ça, je peux en parler quelques minutes. Et puis après, il y a aussi la manière dont on a présenté la problématique baleine, qui est une problématique très complexe. Parce qu'en réalité, il y a un effet vis-à-vis des enfants, moi, qui me gêne un peu,
c'est le côté grand bleu, les animaux. Il faut savoir que les mammifères marins, c'est pas des tendres hein, non plus. Hein. Il y a des grands dauphins qui tuent des marsouins, il y a des orques qui tuent d'autres animaux, etc. Donc il faut observer. Il y a des compétitions interspécifiques également. Hein. Par exemple, un grand puce, par exemple, va se battre avec un globicéphale sur des céphalopodes, par exemple. Voilà, ça, c'est des exemples. Ces animaux qui ne sont pas toujours aussi gentils qu'on veut bien le dire. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire de l'observation scientifique, mais pas d'emmener les gens, si vous voulez, tout simplement pour faire des photos de baleines et créer une relation où l'animal est un peu dépendant de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui décide d'aller voir la baleine. Non, on laisse faire l'animal vient, il vient vers vous, il vient, s'il ne vient pas, ben, il ne vient pas. Voilà, mais il faut le laisser tranquille. Je crois que moi, ça me paraît fondamental. Et on a, par exemple, quand on fait ces campagnes de Pride au Bilbao, là, vous savez, entre Southampton et... Enfin, Bilbao-Southampton, par exemple, là, on est très loin, le bateau passe, et puis on est loin des animaux, on les voit, on les observe. Donc on peut arriver à faire un travail intelligent sans forcément demander aux gens de se précipiter à l'avant du bateau pour faire une photo de la baleine. Moi c'est ça qui me gêne un peu. Et c'est ce qui se passe à Tadoussac, c'est ce qui se passe en Méditerranée. On a eu la dernière réunion, là, on a chaque année une réunion de spécialistes des mammifères marins du réseau, et on parlait justement des observations de mammifères marins. Moi, bon voilà, je suis un peu partagé là-dessus. Il y a une jeune vétérinaire que je connais bien qui s'est lancée là-dedans. Et alors maintenant, ils ont créé une charte. Alors cette charte, oui, à ce moment-là, s'il y a un scientifique à bord du bateau pour faire respecter la réglementation, oui. Mais sinon, après c'est la porte ouverte à tous les abus. Sinon, ce qui concerne la Commission baleinière internationale, on m'avait demandé de faire partie à un moment pour les petits cétacés. J'ai pas voulu parce que enfin bon, il fallait courir encore, je ne peux plus à un certain moment. Mais si vous voulez, cette commission, il y a deux rapports. Il y a un rapport scientifique, d'abord, il y a l'étude scientifique par espèce, et ensuite un rapport politique. Et donc entre le scientifique et le politique, quelquefois, il y a des difficultés. Viennent se greffer là-dessus des contingences économiques. Et ces contingences économiques, alors on ne parle pas du Japon parce que c'est encore un cas particulier, mais par exemple l'Islande ou la Norvège, est-ce que la Norvège a vraiment besoin de chasser la baleine? On se pose des questions là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est un pays extrêmement développé, ils ont une longue tradition de chasse à la baleine, ça pose quand même un problème. L'Islande, c'est pareil. Et vous avez des pays, le problème c'est que ces pays-là, alors notamment en Afrique, sont soudoyés par les Japonais qui offrent aux écoles des ordinateurs et qui offrent un certain nombre de... Et c'est une espèce de marchandage qui se fait pour permettre ensuite de chasser la baleine. Alors là, ça pose un véritable problème, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut mettre une société à l'index en disant voilà, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Partant du fait que le Japon ou la Norvège ou l'Islande ont une vieille tradition de chasse à la baleine. C'est très, 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 très compliqué. Mais on arrive, petit à petit, on arrive à faire comprendre qu'il y a des espèces protégées. Hein, on le fait. Pourquoi on le fait pour certains requins, pour des poissons, pourquoi on ne le fait pas pour les baleines, quoi. C'est tout simplement... c'est là où est le problème. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que... Oui, et est-ce qu'on doit faire quelque chose par le CPIE ou par je sais pas qui, moi, pour justement... parce que notre patrimoine, j'ai envie de dire, baleinier d'ici, il est finalement assez peu connu, et je trouve le fait qu'il soit peu connu, ça fait que sa protection, elle intéresse les gens passionnés, et je pense que quand ça arrive sur le bureau d'un préfet ou je sais pas qui, ça paraît comme un petit sujet. Pour répondre à votre question, justement, moi je crois que plus on en parle, on peut faire de la pédagogie. C'est ce qui est l'objet de cette réunion, c'est un peu ça. C'est pour ça que les CPI, on essaie de faire ce travail-là. Après, est-ce qu'il faut en rajouter? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, je me souviens, on a eu un échange important dans les Landes. Il y a, on va dire, une quinzaine d'années à peu près,
Et j'avais eu un appel de Radio Notre-Dame, que je ne connaissais même pas, qui me dit: on vous appelle pour le massacre des dauphins. Je dis: qu'est-ce que c'est que le massacre des dauphins? En réalité, c'était un échouage, comme il en existe assez régulièrement. Et c'est un peu inquiétant parce que, si vous voulez, on a tendance à sanctuariser un petit peu et à sacraliser le monde des baleines, quoi. Les baleines, elles sont leur place comme les requins, comme les autres, comme les tortues, comme les autres. Pas plus, pas moins. Et pour moi, ce que je crois, c'est que, évidemment, ce sont des mammifères, alors évidemment, c'est très proche de nous. On a un peu tendance à se dire, après tout, ces baleines... mais enfin, moi, je pense que il y a des animaux qui méritent autant d'études et autant de respect que les baleines, quoi. Je crois qu'on en fait un peu trop là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer le patrimoine basque, par exemple, la longue tradition du patrimoine basque, par exemple, sur la chasse à la baleine, mais également l'époque du Dakar, par exemple, où les marins partaient à Dakar chasser le thon. Ça, les gens ne savent pas dans 80% des cas. Montrer la grande tradition baleinière, mais également la tradition maritime basque. C'est des Basques qui allaient au Brésil, qui allaient au Canada, qui sont allés un peu partout. Ça, oui, je pense que ça, c'est intéressant à montrer. Et montrer qu'en même temps, il y a une permanence de ces animaux qui est liée à la culture basque. La baleine franche, on la retrouve dans les armoiries de Biarritz, on la retrouve dans les chapelles à droite à gauche, on la trouve à Aix, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous voulez, dans le patrimoine maritime basque, il y a aussi une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chasse Béguilla, qui raconte l'histoire du patrimoine des constructions de bateaux, par exemple. Ça, c'est intéressant, quand même, montrer les grands mouvements de migration basque et où la tradition comment vous expliquer, de cette grande tradition liée à la construction des bateaux, à la fabrication des bateaux, qui est quand même très particulière, avec une image du marin basque, qui est une très belle image et que les gens ne connaissent pas très bien. Si vous allez par exemple en Pays Basque Sud, vous allez à Fontarabie, vous allez à... Là, vous allez voir des... Oui, le Farfès aussi, voilà. Oui. Voilà, il y a un véritable... Ils respectent ce patrimoine. Chez nous, on a le tourisme un peu étouffé, ça, si vous voulez. Alors tous les Parisiens qui viennent, par exemple, ça serait intéressant de leur montrer cet aspect-là, de leur expliquer cette grande tradition. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, vous voyez. Et la baleine fait partie de tout ça, mais pas que ça, quoi. Vous voyez, il me semble. Bien. Allez, une petite dernière question. Deux dernières, et après, on voit tout. Bonjour. Du coup, moi, ma question, c'était plus par rapport à l'état des baleines dans le monde, des populations de baleines dans le monde. On entend dire aussi que certaines populations sont très très menacées, quasiment éteintes. Moi, ma question, c'était, voilà, certains organismes comme Sea Shepherd prétendent que maintenant, on n'a plus le temps de parler, de mettre en place des réglementations, que vraiment la pêche des baleines en Islande, au Japon, etc. est très grave. Et ils disent que maintenant, on n'a plus le temps de parler, il faut agir, quoi. Il faut faire des choses contre. Est-ce que, selon vous, les populations sont vraiment à ce point en danger? Est-ce qu'il faut faire ces actions ou est-ce que justement on a le temps encore de parler, voilà, de faire de la pédagogie et tout ça? C'est là qu'est ma question. Alors, il faut savoir qu'on a accueilli, c'est un ami à moi, je le connais très bien. Le problème, c'est que, il m'a dit, Alexandre, il faut leur rentrer dans l'art, etc., etc. Bon, il a du courage, parce que c'est vrai que ce qu'il fait, c'est quand même, c'est assez courageux. Il le fait notamment vis-à-vis des Japonais, etc. Mais enfin, de là à dire que certaines populations de mammifères marins sont en régression, peut-être, mais par exemple les belugas. Les belugas dans le Saint-Laurent sont extrêmement contaminés par le mercure, et il est probable que la population de belugas risque dans les 50 années qui viennent, risque d'avoir un effectif qui va aller en diminuant. Ça, c'est à peu près certain. Par contre, vous avez des espèces, les rorquals par exemple, les rorquals se portent bien. On ne peut pas dire que le rorqual commun n'a pas de... Le rorqual museau pointu est chassé par les Japonais dans la partie nord
la partie nord de l'Antarctique, si vous voulez, de certaines zones. Là, effectivement, on sait 500 petits rorquals qui sont tués. Enfin, dans l'ensemble, les populations ne sont pas en déclin, comme on veut bien le dire. Il y a, par exemple, les mammifères marins, à force d'être protégés, dans certains cas, ils sont même très abondants. Très abondant. Le dauphin commun, il y a des dizaines de dauphins communs qui passent comme ça. Vous avez le grand dauphin, il est très présent aussi. Enfin bon, ils sont par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont de plus en plus contaminés. Contaminés par les métaux lourds, contaminés par... Voilà, c'est ça qui nous préoccupe plus, c'est l'état de santé de ces animaux. Mais ça veut dire que c'est le comportement qu'on a eu pendant des années et des années. Il faut savoir que, par exemple, je ne devrais pas le dire, mais enfin bon, pendant la guerre 39-45, l'Ifremer qui était installé, là il y a une représentante Ifremer, alors je le dis quand même, mais bon, l'Ifremer qui s'appelait l'ISTPM ou STPM, Knexo, machin, etc., ils étaient notre brave ami Cousteau, là, qui dit le silence de la mer. Le silence de la mer, il n'existait pas, hein, le silence de la mer, il est très bruyant. Hein. Bon, alors, donc ils étaient installés là-haut, ils sont venus s'installer en 39-45 ici, avec la météo nationale, avec enfin, un certain nombre d'arrières publiques, hein, le muséum, etc. Ils avaient créé un centre qui s'appelle le CERS, Centre d'études et de recherche sur les cétacés, sur les centres d'études de recherche scientifiques. Et ce CERS a produit énormément de publications qui sont au musée de la mer de Biarritz. Donc j'espère qu'un jour, ces publications du CERS ressortiront. Vous pouvez y avoir accès, il suffit simplement de demander. Je pense que tôt ou tard, bon. Et il s'avère que dans ces publications, on a fait, entre autres, des études sur les mammifères marins à des fins militaires. Ici. On a capturé des dauphins à des fins militaires pour pouvoir... C'est Pierre Lamarck, qui était un de mes amis, qui m'a dit « j'ai honte de faire ce que j'ai fait, etc. etc. » Il capturait des dauphins à la pêche électrique, pam, et puis ensuite il est dressé à des fins militaires. Donc il y a des études qui ont été faites ici, et on a rejeté pendant très longtemps dans le canyon de dans le gouffre de Cabreton, des bateaux, des machins, des tas de trucs, enfin bon bref, et actuellement on subit, si vous voulez, les effets de cette période de 39-45. On subit les effets nocifs de tout ce qui a été jeté dans le gouffre de Cabreton. Et là, il y a des choses que je suis obligé de taire, parce que c'est en fonction d'éditeurs aussi qui... Voilà. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas été très correct avec le gouffre de Cabreton pendant longtemps. Et donc, il s'avère que les mammifères marins qui plongent, qui sont des plongeurs à 1500 mètres de fond, probablement récupèrent des choses que nous ne connaissons pas et sur lesquelles nous sommes en train de travailler en ce moment. En fait, c'est horriblement pratique parce que de temps en temps, on attrape quelques bonites ou macros. Donc, avec tous vos parasites, là, est-ce que si les chinchards ont des parasites, est-ce que les bonites et les macros aussi? Et est-ce que la petite lichette de bonite, quand on refilette dans le cockpit, là, est-ce qu'elle risque d'être toxique? Est-ce que ces parasites s'attaquent à l'homme? Vous avez l'air en bonne santé. Là aussi, bon, je peux vous le dire, on a eu dans l'équipe une amie qui était l'épouse d'un médecin, je ne vous dirai pas son nom, dans les Landes, et un jour on était sur un échoir d'un tursurque, je crois, et l'estomac était bourré d'anisakis. Alors, je lui dis, bah, tu te rends compte, c'est incroyable, bon, voilà. Et elle me dit, ah, mais ça me rappelle Charles, il a emmené un pêcheur l'autre jour à l'hôpital. Je dis, ah bon, et qu'est-ce que... Ah ben écoute, je sais pas, je dis, mais attends, mais tu me dis ça maintenant, au bout de 2 ans, alors moi je vois Charles. Alors on voit son mari, qui est médecin, et qui me dit, ah ben oui, mais on n'osait pas trop en parler, machin. Ça peut aller jusqu'à l'ablation de l'estomac quand même. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention, ces parasites, c'est sérieux. Donc ce qui préoccupe les marins pêcheurs, c'est justement de savoir, quand ils récupèrent une espèce et qu'ils la vendent, il faut qu'il y ait une liaison, un travail qui soit fait avec les services vétérinaires, avec les gens qui sont chargés de la surveillance des populations, pour qu'il n'y ait pas des poissons qui se vendent comme ça, un peu de manière sauvage, directement. C'est ce qui se passe à Cabreton, hein, en particulier. Vous avez des poissons qui sont vendus directement du consommateur, enfin du pêcheur au consommateur, sans qu'il y ait un contrôle, quoi.
Alors ça, c'est quand même préoccupant. Donc ce qu'il faut, c'est surtout les nématodes, c'est-à-dire les anisakis, moins les autres. Hein. Les autres, les cestodes, tout ça, on en voit beaucoup moins. Mais en fait, les anisakis, ça, il faut faire très attention à ça. Voilà. Comment ah ben, vous faites cuire le poisson. Vous faites cuire le poisson, il faut bien faire cuire le poisson, tout simplement. Il ne faut pas manger un poisson frais, quoi. Mais les lysakis, comment on les reconnaît parce que bon, on connaît nous les petits vers qu'on a là dans les poissons, mais les lysakis c'est des gros vers blancs, non? L'anisakis, il peut être à peu près jusqu'à cette taille-là, quoi. Hein. Par contre, vous avez des crassicodés qui peuvent faire cette hauteur-là. Comme ça. Si vous voulez, l'ordinateur, j'ai des photos, mais je vais vous laisser quand même. Je ne vais pas vous écœurer avec ça. Lors de la dernière conférence que l'on a organisée l'année dernière, en 2016, au mois de décembre, le conférencier nous a fait goûter des vers et des insectes, mais on s'en porte encore bien, mais ils n'étaient pas aussi dangereux que les tiens, je pense. Donc il n'y a pas de dégustation de nématodes aujourd'hui pour ceux qui étaient là en décembre. Merci beaucoup Alexandre. La discussion peut évidemment continuer avec Alexandre, avec tout le monde, puisqu'on reste là. Il y a un petit coup à boire pour ceux qui le souhaitent là, pour le début de l'année. Vous rappelez que le CPIE, c'est une association loi 1901 qui organise ce travail de médiation vers les publics sur ces sujets importants. On gère ici ce site-là depuis plus d'1 an. Vous pouvez prendre des informations sur notre association, le CPIE, ici même. Alors vous avez ce document-là qui est la lettre de liaison de nos adhérents, que l'on publie 2 à 3 fois par an. Voilà. Vous avez ce document-là qui est la publication trimestrielle dans lequel vous retrouvez les programmes de conférences et les sorties nature, tout ce que l'on propose pour le grand public, un document comme ça. Tout ça est à disposition là, librement aujourd'hui, bien entendu. Vous retrouvez aussi toutes ces informations sur nos outils web, donc site internet et réseaux sociaux. Tout ce que l'on propose est gratuit pour le public. On essaye de diffuser au maximum toutes ces informations et surtout grâce aux partenaires qui amènent de la compétence scientifique. On en a besoin pour comprendre tout ça. Je reprends la parole après. Quand vous avez un animal marin qui arrive vivant sur la plage, la première des choses à faire, vous appelez les pompiers. Vous appelez... oui, les pompiers réagissent très très vite, donc il n'y a pas de problème. Et en général, vous évitez de les toucher avec les mains nues. Si vous avez une petite plaie à la main avec l'animal saigne, vous pouvez attraper une brucellose marine. J'ai été contaminé moi-même, j'ai été à l'hôpital et les médecins ne savaient même pas que ça existait. Bon, donc, ce qui veut dire que ces animaux sont porteurs aussi de bactéries qui peuvent être des bactéries pathogènes. Hein, des bactéries non pathogènes, puis celle-là en l'occurrence. Donc, vous voyez un animal comme ça, vous ne le touchez pas, vous prévenez, et après on essaye d'intervenir, on fait ce qu'il faut, les masques, les gants, les machins, etc. Dernière petite chose, ceux qui souhaitent continuer dans le sujet à la maison avec un outil de référence, vous trouverez dans la boutique ici ce magnifique ouvrage qui s'appelle Baie de Biscaye, qui a été écrit par Marie-Noël de Cassama-Jor, qui viendra le 18 février nous présenter une conférence, et édité par Alexandre. Je sais que Noël est passé, mais c'est un beau cadeau à faire, ou à se faire, ou à faire. Donc n'hésitez pas si vous voulez, il est en boutique au CPIE. Donc vous êtes invités à boire un coup avec nous pour fêter le début de l'année. Je mets un petit panier ici, à la sortie. Ceux qui souhaitent participer à l'organisation de cette conférence et aux activités que l'on propose au niveau du CPIE, n'hésitez pas, le petit panier est là. Le GEFMA est aussi une association, donc les associations sont toujours ravies d'adhérer, de faire adhérer en début d'année. Là, c'est vraiment le moment, n'hésitez pas. Donc le GEFMA avec Alexandre et ses compères, et puis le CPIE avec moi et puis nos amis du CPIE. Voilà, merci beaucoup, et puis on se retrouve autour d'un verre.